Eh bien, rebonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On est très très heureux une nouvelle fois de vous voir aussi nombreux ce soir. Je dois parler plus fort apparemment. Vous ne m'entendez pas? Si, un peu. Alors, dernier épisode de cette année, de 2025, du cycle Et si on parlait du cerveau, que vous connaissez, je reconnais certaines têtes. Donc du coup, vous connaissez un petit peu le principe de ce cycle. Aujourd'hui, on est très chanceux. On a la chance d'accueillir le docteur Françoise Dominé, qui nous fait le plaisir de revenir une deuxième fois pour notre cycle, et qui aujourd'hui va nous parler des troubles alimentaires à l'adolescence, avec cette petite phrase du plaisir à l'enfer. Et elle va nous en parler dans un instant. Je vais être très courte aujourd'hui. Je vais juste quand même rappeler qu'on a aussi de très précieux partenaires pour organiser cet événement. On a la clinique psychologique et logopédique de l'Université de Liège, et on a aussi la chance de travailler avec Réjouissance depuis déjà le tout début d'ailleurs de ce cycle. Et également un partenaire privilégié qui est le GLS. Alors juste vous parler, j'ai effectivement parlé de ce cycle. Cette année, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'intelligence, de haut potentiel. On a eu également un focus autisme. On a parlé du langage. Alors la conférence de Grégoire Borst, pour ceux qui étaient inscrits, vous avez dû recevoir un message. Il était malade, donc on n'a pas pu... il n'a pas pu venir jusque Liège, mais la conférence est reportée au 27 janvier. Je referai une annonce en fin de présentation et on termine en beauté avec le docteur Françoise Dominé. Et vous dire que ici présente, donc je représente ici en tant que chargée de projet le réseau Réalisme, que le réseau enfants-adolescents pour la santé mentale des enfants, des jeunes et de leurs familles. Je ne vais pas m'attarder davantage. Il y a un site internet, il y a une page Facebook. Donc n'hésitez pas à consulter nos ressources. Sans plus attendre, j'accueille avec grand plaisir le docteur Françoise Dominé et je vous souhaite déjà une bonne découverte. Oups. Attends, je vais m'en charger. Oui. Et voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Apparemment, le micro est au volume maximal. Donc, je suis très heureuse et je remercie l'équipe organisatrice de m'avoir invitée pour partager avec vous ce sujet délicat ce soir, qui est celui des troubles des conduites alimentaires à l'adolescence. Sujet délicat parce que de plus en plus de jeunes sont concernés, parce qu'on sait que quand on parle de ce sujet en grand public pour essayer de faire de la prévention, eh bien parfois on fait pire que bien, et je vous expliquerai pourquoi après. Que donc il était très important d'être dans la plus grande justesse possible pour aborder ce sujet. Et je crois que... Voilà. Alors, aujourd'hui, on va aborder différents... Je me suis posé la question de savoir comment finalement aborder ce sujet-là avec vous, et je pense que la meilleure façon, c'est de répondre aux questions les plus communes qui émergent quand on aborde ces sujets-là. C'est-à-dire, d'abord, qu'est-ce que sont les troubles alimentaires vraiment ? Quels sont les différents troubles alimentaires qu'on peut rencontrer ? Alors, quels sont les troubles alimentaires? Quels sont les différents troubles que l'on peut rencontrer? À quoi sont-ils dus et comment ils s'installent? On verra aussi quelle attitude adopter avec un adolescent, mais surtout d'abord parler du dépistage, parce que le dépistage précoce des troubles alimentaires est quelque chose d'essentiel dans la prise en charge. On abordera les traitements qui existent et puis surtout le cadre de soins qui est proposé ici en Belgique autour des troubles des conduites alimentaires, cadre de soins tout nouveau puisqu'il fait l'objet d'une réforme assez récente avec 2 types de conventions. Et puis nous parlerons, comme je viens de le dire, de la prévention. Est-ce qu'on peut prévenir les troubles alimentaires et surtout comment? Alors, qu'est-ce qu'un trouble des conduites alimentaires? Un trouble des conduites alimentaires, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un choix de vie, ce n'est pas une philosophie de vie, ce n'est pas non plus une question de vanité, c'est une maladie, c'est une grande souffrance mentale, un processus qui s'installe dans les pensées, un processus cognitif, et qui vient perturber toute la vie de l'individu et de son environnement. Donc les troubles alimentaires doivent être vraiment considérés comme
de très grandes préoccupations. Ça se manifeste par des préoccupations autour du corps, autour de l'alimentation, autour du poids. Des manifestations qui sont des obsessions et qui sont en permanence dans les pensées de la personne qui en souffre, avec pour conséquence une perturbation des comportements à l'égard de la nourriture et à l'égard de soi-même également. Mais surtout, ça rend complètement incapable de se nourrir naturellement et librement. Les troubles alimentaires se manifestent par une souffrance intense, extrême de la personne qui est dedans et qui souvent est emprisonnée, vraiment, emmurée avec elle-même, dans un très très grand sentiment de solitude la plupart du temps, parce que malheureusement peu de gens comprennent, et je vous remercie pour cela d'être venus nombreux pour assister, en tout cas pour vous informer sur ce sujet-là. Il faut savoir que l'impact fonctionnel quand on a un trouble alimentaire est très grand, tant sur le plan personnel qu'affectif, mais aussi sur le plan familial, scolaire, professionnel, relationnel, social, à tout niveau. Pourquoi est-ce qu'on aborde maintenant si souvent le thème des troubles des conduites alimentaires ? Eh bien, parce que ce sont des maladies fréquentes. En fait, on en parle plus actuellement parce qu'il y a un boom d'incidence très clair depuis le Covid, mais les troubles alimentaires ont toujours été fréquents et malheureusement sous-diagnostiqués. Quand je parle de fréquence, il s'agit de la 3e maladie chronique à l'adolescence après l'asthme et l'obésité. Elle est estimée à 20% des adolescents de 12 à 22 ans, à de jeunes adultes, qui vont à un moment donné dans leur parcours présenter un trouble des conduites alimentaires. On sait que l'incidence est majorée à l'adolescence, avec un pic d'incidence entre 14 et 17 ans. Et je vous expliquerai pourquoi cette période-là est plus particulièrement vulnérable au développement d'un trouble des conduites alimentaires un petit peu plus tard. Ce sont des troubles, comme je l'ai dit, très invalidants. Il faut en moyenne 6 mois pour développer un TCA. On va l'appeler les TCA, pour faciliter troubles des conduites alimentaires. Mais donc, s'il faut en moyenne 6 mois pour le développer, il faut en moyenne 6 ans pour en sortir quand on en sort. Ce sont des maladies mortelles, puisque ce sont les maladies mentales qui ont le plus haut taux de mortalité, à côté de la dépression et d'autres troubles, ce qui fait que ces maladies-là ont une surreprésentation de mortalité, c'est qu'au-delà des difficultés psychiques et de la détresse que vivent ces patients, il y a aussi toutes les complications médicales et somatiques qui sont aussi cause de décès. Et puis, comme je le disais, la souffrance est immense puisque le risque de suicide est là et bien important, et on considère qu'un tiers des décès dus aux troubles alimentaires sont dus à des suicides. Alors, je vous dépeins un tableau qui est vraiment pas drôle. Pourquoi est-ce que je commence par là ? C'est pour attirer l'attention sur l'importance de se sensibiliser et de dépister le plus tôt possible les personnes qui développent un trouble des conduites alimentaires. On verra comment après. Alors, quels sont les différents types de troubles alimentaires ? On parle très souvent de l'anorexie, de la boulimie, et c'est vrai que ce sont des troubles alimentaires qui sont connus et assez médiatisés à certains égards, j'ai envie de dire. Maintenant, si on reprend la définition du DSM-5, pour ceux qui ne connaissent pas, le DSM-5, c'est un manuel de diagnostic et de statistiques psychiatriques. Il a été revu en 2013 dans sa 5e version. Et il scinde en fait les troubles alimentaires en 2 groupes, les troubles complets qu'on appelle les troubles typiques et puis les troubles partiels qu'on appelle les troubles atypiques. Parmi les troubles complets se trouvent l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique dont on va voir les critères diagnostiques juste après. Et puis, parmi les troubles partiels, ce n'est pas difficile, en fait, c'est tous les autres. C'est-à-dire tous ceux qui ne correspondent pas aux critères des 3 premiers. Dans ce sens-là, on peut parler d'OSFED, Other Specified Feeding or Eating Disorders. Et donc, je le dirai juste après, pas anodin parce que ce sont les plus nombreux. Alors, comment est-ce qu'on définit l'anorexie mentale ? On dit toujours c'est de la peur de manger, c'est la peur de grossir. En fait, c'est avant tout une peur intense de manger et de prendre du poids, qui se caractérise par une restriction alimentaire qui conduit à une perte de poids. Donc on prive son corps, on perd du poids. Et puis le poids corporel devient trop bas, significativement bas, et il n'est pas compatible avec un développement normal, en particulier à l'adolescence.
la perception du corps est complètement altérée. C'est ce qu'on a communément l'habitude d'appeler la dysmorphophobie, c'est-à-dire une vision complètement tronquée du corps comme représentée sur cette photo, où vous avez une jeune fille ici qui manifestement est en sous-poids, mais ne se vit pas du tout en sous-poids. Elle se vit, elle, comme ayant un indice de masse corporelle normal. L'estime de soi est très fortement influencée par le corps et le poids. Donc tout tourne autour de ça, à tel point que lorsque, par exemple, sur la balance, parce que ce sont des patients qui se pèsent très souvent, le poids se majore de 100 grammes. Entre nous, 100 grammes, j'ai envie de vous dire, on fait pipi, on les perd. Hein. Mais si le poids se majore de 100 grammes, le chiffre augmente et dans la tête du patient, c'est une catastrophe puisque ça se caractérise par « j'ai grossi ». C'est ça que ça veut dire. La peur de prendre du poids est intense et va bloquer complètement les mécanismes de faim, de satiété. Et surtout, et c'est un critère diagnostique, et c'est ça qui rend particulièrement complexe le fait d'aborder ces maladies-là, c'est le déni. Le déni du patient, le déni parfois même de son entourage, voire même des soignants qui ne sont pas spécialement formés autour de ce patient et qui vont banaliser le régime, l'attention particulière portée sur l'alimentation. Il existe 2 sous-types d'anorexie. Moi, j'ai parfois des patients qui me disent « mais moi, je n'ai pas de comportement de purge, alors je ne suis pas anorexique ». La forme purgative ne constitue que 30 à 40% des anorexies, en fait. La plupart du temps, l'anorexie est purement et simplement restrictive. Donc, c'est le fait de ne pas apporter suffisamment de nourriture à son corps et d'entraîner une perte de poids. Ça, c'est pour l'anorexie mentale. On va développer plus tard. Mais je voulais vous donner, si vous voulez, une idée des grands troubles pour qu'on parle tous de la même chose ce soir. Je serai évidemment disponible pour toutes les questions que vous souhaitez après la conférence. La boulimie nerveuse, elle, c'est une pathologie qui se caractérise par l'apparition de crises de boulimie. Je vous explique juste après ce que c'est une crise de boulimie. Ce sont des crises qui se manifestent au moins une fois par semaine pendant au moins 3 mois. Et quand ça se manifeste, alors ça s'accompagne d'une très mauvaise influence sur l'estime de soi, une très grande mésestime de soi. Et donc le patient va mettre en place des comportements compensatoires qui vont viser à contrôler le poids. Et ces comportements peuvent être divers, je ne vais pas les citer parce que c'est parfois contre-productif de les citer, mais très souvent, les patients peuvent être créatifs. Et il n'y a pas forcément d'anorexie ou de restriction dans une boulimie nerveuse. C'est vrai que le fait de se restreindre, et je vous l'expliquerai après par le cycle restriction alimentaire et compensation hyperphagique, c'est un facteur de risque de faire de la boulimie, mais il n'y a pas forcément de restriction quand on déclare des crises de boulimie. Qu'est-ce qu'une crise de boulimie ? Eh bien, c'est le fait de manger avec extrême rapidité jusqu'à se sentir mal à l'aise et sans ressentir spécifiquement de faim, généralement de grande quantité de nourriture. C'est de manger de manière isolée et en cachette. Ça, c'est assez caractéristique aussi. C'est quelque chose dont on a honte, alors on le fait seul. Et puis, le sentiment qui suit ces crises est très généralement un sentiment de honte et de grande culpabilité, de dégoût, voire de déprime. Et si 3 de ces critères sont rassemblés, on peut parler d'une crise de boulimie. Ce qui caractérise la crise de boulimie, c'est aussi ces sentiments de perte de contrôle total. Perte de contrôle parce que si on est engagé dans une crise de boulimie, il est presque impossible de s'arrêter. Et j'ai même envie de dire un sentiment de perte de vigilance parce qu'il est arrivé que certains de mes patients soient en crise et ne s'aperçoivent même pas que quelqu'un est dans la même pièce et les observe. Tellement c'est la bulle dans la pulsion hyperphagique qui est extrêmement violente à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui différencie la boulimie nerveuse de l'hyperphagie boulimique ? Eh bien, en fait, la définition est quasi la même, sauf qu'il n'y a pas de comportement compensatoire qui vise à contrôler la prise de poids après ces crises hyperphagiques. Donc, voilà, il n'y a pas de lien obligatoire non plus avec l'anorexie, la boulimie ou d'autres troubles alimentaires. Donc, c'est des accélérations de prise alimentaire très fortes qui surviennent à certains moments. Ici, pour la définition, c'est minimum une fois semaine pendant au moins 3 mois. Et puis, si ces crises apparaissent, on est dans une hyperphagie et c'est vraiment une très grande détresse pour le patient aussi. Alors, que sont les osphèdes ?
Hein, on les appelle comme ça, c'est l'acronyme anglais. Donc, c'est tous les troubles atypiques partiels. Et bien, comme je l'ai dit, c'est ceux qui ne répondent pas aux critères des 3 premiers. Et contrairement à ce qu'on pense, ils sont les plus fréquents et les moins diagnostiqués. Et malheureusement, ils évoluent mal quand on ne les soigne pas. Je donne des exemples ici. C'est par exemple une anorexie atypique. Eh bien, c'est une personne qui, par exemple, se prive très drastiquement à un certain moment, perd du poids et puis remange normalement à d'autres moments et puis finalement a un poids, j'ai envie de dire, résultant qui reste relativement correct, ne se dénutrit pas complètement. Mais voilà, on a des anorexies atypiques qui peuvent être des grandes sources de souffrance aussi et évoluer vers des anorexies alors qui vont s'ancrer, s'enquister, perdurer pour devenir des anorexies nerveuses franches avec la perte de poids alors qui devient dramatique. La boulimie atypique, eh bien, c'est parfois des accès de crise de boulimie avec les comportements compensatoires derrière, mais qui surviennent parfois de manière plus isolée ou voilà, qui ne sont pas une fois par semaine pendant 3 mois, par exemple. L'hyperphagie atypique, pareil. Le grignotage compulsif. Alors, soyons tous bien d'accord, je pense que 99% des personnes ici grignotent par moment, c'est tout à fait normal. Le grignotage compulsif, c'est différent. Le grignotage compulsif, c'est vraiment le fait d'aller chercher la nourriture toutes les 5-10 minutes. On fait quelque chose, on va se chercher un petit bout, et puis on fait autre chose, et puis voilà. Et ce sont des prises incessantes qui peuvent durer des heures et conduire alors à des prises de poids qui sont parfois massives. Le syndrome du vomissement, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'hyperphagie, mais il y a des vomissements après les repas. Alors, night eating disorder, très fréquent chez les ados, c'est le fait de ne rien manger en début et en milieu de journée et de concentrer les apports alimentaires en fin de journée. Et il n'est pas rare de voir des adolescents qui ne mangent pas. Je ne sais pour quelle raison, c'est plus la mode de manger à midi à l'école non plus. Et puis maintenant, ils arrivent à 4-5 heures à la maison, ils sont morts de faim. Et là, pour ceux qui ont un frigo, tous les frigos s'ouvrent. Et c'est le moment où ça va déraper, forcément. Et parfois, les crises s'installent à ce moment-là, puis on n'a plus trop faim pour le souper. Et puis alors, en fin de soirée, la faim revient, évidemment, puisqu'il y a 3-4 heures qui se sont passées. Et il n'est pas rare, dans le night eating disorder, qu'il y ait même des jeunes qui se lèvent la nuit pour faire des crises d'hyperphagie ou compenser. Les ruminations, ça, c'est une pathologie gastro-entérologique, mais qui est considérée aussi comme un trouble alimentaire. Donc, c'est des personnes qui mâchent en permanence, qui ont toujours quelque chose à mâcher dans la bouche, que ce soit une noix qu'elles vont mâcher pendant des heures ou un chewing-gum ou quelque chose. C'est aussi le méricisme qu'on appelle ça, c'est-à-dire le fait de faire revenir le contenu gastrique dans la bouche et de le remâcher, de le ravaler et de le remonter. Il y a quand même une tendance psychiatrique dans ce trouble, mais il faut le connaître parce qu'il génère aussi une grosse perturbation de l'alimentation et peut entraîner des pertes de poids. Ce qu'on appelle les ARFID, ce sont des troubles alimentaires où on va éviter certains repas, certains aliments, sélectionner. Il y a vraiment une restriction, une sélectivité, mais qui n'est pas forcément liée à un désir de perdre du poids ou un envahissement de la pensée. Ce sont des blocages alimentaires. On les rencontre d'ailleurs très fréquemment chez les enfants plus jeunes et les adolescents prépubères. On a des jeunes ados qui en développent aussi. Ça arrive, ce ne sont pas des raisons orales, logopédiques ou de déglutition qui peuvent expliquer ça. C'est vraiment parfois phobique ou parfois ancré comme ça s'installe, mais ça se soigne. L'orthorexie, qui est caractérisée par le rejet rigide de tous les aliments qu'on juge malsains ou peu sains. Voilà. Donc, on va se faire 2 colonnes dans le cerveau, je peux, je ne peux pas, et alors le patient en orthorexie, il va s'atteler à éviter, sélectionner strictement et de manière permanente les aliments qu'il a jugés dangereux ou interdits. Alors, l'orthorexie est malheureusement très souvent encouragée sans se dire et sans se dévoiler, bien évidemment, dans les réseaux sociaux. Sachez que l'orthorexie est considérée comme un trouble alimentaire et évolue la plupart du temps vers une anorexie mentale. Et enfin, le pica.
Alors pica, c'est le nom latin de la pille. En fait, c'est un trouble psychiatrique dans lequel le patient mange des aliments non comestibles. Enfin, il ne mange pas des aliments, en fait, il mange des objets, il mange des craies, il mange du métal, du plastique. Voilà. Donc, donc, voilà des exemples de troubles alimentaires atypiques qui sont. Alors, les derniers, le pica et les ruminations sont peut-être moins fréquents, mais tous les autres, on les retrouve très fréquemment. Ce qu'on sait, c'est que 38% se chronifient. Ça veut dire que ça peut durer, ça peut s'installer, durer jusqu'à l'âge adulte. Parfois, ça s'installe à l'âge adulte. Ici, on parle d'ados et de jeunes adultes parce que le pic d'incidence est là, vous l'auriez bien compris. Maintenant, il y a des gens qui développent un trouble alimentaire plus tôt dans l'enfance, souvent en période prépubère. Et puis, il y en a qui vont développer à l'âge adulte aussi des troubles alimentaires. Mais en tout cas, pour ceux-ci, le risque, c'est que quand même 4 sur 10 se chronifient. Et quand on ne les prend pas en charge, ils évoluent vers les 3 grands premiers, de manière presque inéluctable dans 10% des cas. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il s'associe à une morbidité à l'âge adulte qui est quand même importante, des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, neurologiques, je ne vous les cite pas tous, mais regardez un peu les comorbidités importantes de ces troubles que sont finalement ceux que je viens de vous citer, et que parfois on a tendance un peu à banaliser ou à dissimuler. Donc voilà un peu le registre des troubles alimentaires. J'insiste bien sur le fait que ce sont des pathologies mentales. On va voir maintenant comment ils s'installent dans le cerveau, à quoi ils sont dus. Très souvent en consultation, on dit « mais pourquoi est-ce que mon enfant développe une anorexie ou une boulimie? À quoi est-ce que c'est dû ?» Et malheureusement, il n'y a pas de cause unique à l'anorexie ou à la boulimie, aux troubles alimentaires. Ce sont des maladies multifactorielles et qui, si vous voulez... les mêmes facteurs chez un patient vont développer un trouble alimentaire et d'autres pas. Donc il y a parfois vraiment des particularités individuelles. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est souvent une interaction complexe de facteurs biologiques, psychologiques, familiaux ou environnementaux et socioculturels. Donc aucune cause unique, mais par contre, je les développe juste un peu pour que nous ayons une idée de ce qui peut générer, finalement, amener un adolescent à développer un TCA. D'abord, on sait qu'il y a une vulnérabilité génétique. On retrouve parfois dans le génogramme de famille d'un patient qui souffre d'un trouble alimentaire, de manière assez systématique, des troubles alimentaires dans les générations précédentes. Ça peut arriver et les recherches maintenant mettent en évidence qu'il pourrait y avoir des mutations de certains gènes qu'on retrouve assez régulièrement. On n'a pas encore établi avec certitude la manière dont ils s'expriment et sur quoi ils vont agir pour développer, pour amener au phénotype trouble alimentaire. Mais néanmoins, on sait que c'est là. On sait aussi qu'il y a une vulnérabilité génétique, par exemple quand il y a des pathologies psychiatriques dans la famille, ou bien des antécédents familiaux, en particulier chez les parents, de troubles anxieux ou dépressifs, par exemple. Aussi, les personnalités rigides, on sait les perfectionnistes, les personnalités très rigides, quand il y en a dans la famille, très souvent, le patient qui souffre de troubles alimentaires va lui aussi présenter ce genre de traits. Voilà. Alors, la dérégulation du circuit de la récompense. Le circuit de la récompense est un petit circuit qui se trouve là au centre du cerveau et qui est, si vous voulez, alimenté par un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Vous avez certainement dû en entendre parler. Et cette dopamine, eh bien, parfois, elle est dysrégulée. Ça veut dire qu'elle n'agit pas correctement et donc le patient, il va devoir trouver n'importe quel moyen pour se fournir de la dopamine afin de tenir un tonus psychique correct et de ne pas se déprimer. Et le moyen le plus facile à trouver pour se faire de la dopamine, bien, très souvent, c'est le sucre. C'est l'alimentation. On sait très bien aussi que la dysrégulation émotionnelle peut engendrer des troubles alimentaires. Certains changements hormonaux, pour preuve la puberté avec tout ce que ça peut amener. Des pathologies médicales peuvent être des gâchettes, par exemple. Une pathologie où il est prescrit médicalement de faire attention à ce qu'on mange, par exemple d'éliminer le gluten ou d'éliminer le lactose, ou pour une raison clairement établie, on doit à un moment donné se mettre à manger avec des règles. On sait que ce sont des pathologies qui peuvent entraîner une reprise intellectuelle de l'alimentation et donc on perd le contrôle naturel. Ça peut générer des troubles alimentaires. Et puis enfin, les maladies chroniques et le handicap sur le plan biologique parce que
Les maladies chroniques, on sait que les ados à maladies chroniques sont statistiquement plus représentés dans les troubles des conduites alimentaires. Et le handicap, qu'il soit visible ou pas, l'est aussi. Au niveau psychologique, il y a des traits particuliers qui sont des traits gâchettes, comme l'anxiété, le stress, les troubles de l'humeur, les troubles obsessionnels, une très faible estime de soi, puisque c'est ce qui régit finalement l'émergence d'un TCA. Je vous parlais du perfectionnisme et de la rigidité, et puis toute cette impulsivité aussi, hein, l'impulsivité souvent retrouvée chez les personnes qui ont des troubles plutôt hyperphagiques, qu'ils soient boulimiques ou pas. Et puis un vécu traumatique, on sait qu'il y a une association statistiquement significative entre un vécu de trauma et le déclenchement d'un trouble alimentaire. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais en tout cas, on y pense quand même régulièrement. Sur le plan familial et environnemental, eh bien, c'est clair qu'un environnement stressant, conflictuel, une communication difficile au sein de la famille est très fréquemment retrouvée. Parce que le trouble alimentaire, il vient exprimer quelque chose. Il faut toujours un peu se poser la question de la fonction aussi qu'occupe dans un environnement un trouble alimentaire. Des antécédents familiaux, comme je le disais, et puis une enfance marquée par des événements traumatiques ou insécurisants. Alors là où je voudrais vraiment insister, ce sont les messages, même involontaires, que l'on peut dire, parfois sans s'en rendre compte, donc, autour du poids, du corps, de la performance et de l'apparence, nous-mêmes adultes, ainsi que les représentations que nous avons en tant qu'adultes de notre corps, de notre alimentation. Nous sommes des rôles modèles pour les jeunes, pour les enfants et les adolescents. Donc, ils nous observent, ils nous écoutent. Quand on dit « il faut que j'arrête de manger parce que j'ai pris du poids, je vais faire super attention, je dois faire... » Ça veut dire que c'est une norme et que c'est un modèle. Quand on fait une remarque sur le corps de quelqu'un ou sur la silhouette d'une autre personne, tout ça s'ancre et finit par s'installer insidieusement comme des petites gouttes d'acide et faire que finalement, il y a une surévaluation de l'importance de l'apparence et de la forme corporelle. Et enfin, comme on y reviendra après, mais sur le plan socioculturel, évidemment, l'idéalisation de la minceur et du corps parfait, qu'on a tout autour de nous, cette culture des régimes. Il suffit d'aller dans une librairie au mois d'avril et vous aurez dans le même bouquin « Comment perdre 5 kilos en 2 semaines », la page suivante « Super cake du cake au chocolat, super recette ». Et puis alors et en fait, on vous matraque sans cesse de messages qui sont tout à fait paradoxaux et contradictoires et de double contrainte en permanence. Maintenant, la pression des réseaux sociaux pourrait occuper à elle seule une conférence de 4 heures. On en reparlera après, mais c'est évidemment une gâchette. Et on sait, quand on regarde les études, que la satisfaction corporelle a dramatiquement chuté. Déjà, on voit une cassure de la courbe en 2012 et puis en 2017. De même que le sentiment de solitude, 2012-2017. Et 2012-2017, qu'est-ce que c'est ? On a longtemps émis l'hypothèse et maintenant on le sait, c'est Facebook, Snapchat, et TikTok. Donc, et ce sont des contenus qui sont, comme vous le savez, des algorithmes en boucle qui viennent persécuter et induire des pensées chez les jeunes qu'ils n'ont même pas cherchées, en fait, initialement. On parle aussi des sports et des activités où la norme corporelle est forte. Alors c'est vrai que d'emblée, on aurait tendance à penser à tous ces sports qui se font devant un miroir ou des sports de portée, des sports où il faut pouvoir voltiger presque la danse, la gymnastique, même aussi le running, le trail et les marathons. Les marathoniens sont très, très à cheval sur l'alimentation. Mais tous les sports à catégorie de poids sont aussi des gâchettes. C'est-à-dire, il m'est arrivé d'avoir des jeunes filles, par exemple, qui me disent « moi, je dois perdre 2 kilos pour la semaine prochaine parce que je suis petite. Et si je ne perds pas 2 kilos, je vais concourir dans une catégorie où elles sont toutes plus grandes que moi. Et donc, je ne vais pas gagner mes combats. Donc, voilà. Et donc, on se prive. Puis derrière, il y a de la boulimie qui arrive. Et puis, voilà. Donc, ce sont des sports qui sont... il ne faut pas négliger l'impact que ça peut avoir. Et puis, dans la société actuelle, la stigmatisation autour du poids et cette grossophobie qui reste encore extrêmement fréquente, alors que parfois, c'est l'ADN qui décide ça. Et on n'en peut rien, on peut se priver, se rendre le plus malheureux du monde. L'ADN veut qu'on ait un poids qui soit haut. Eh bien, malheureusement, ces personnes-là sont encore trop souvent stigmatisées. Finalement, dans tout ça, quand on regarde les études, comment se sentent les ados ? Et ça, c'est une étude qu'on a faite à Lausanne.
sur des milliers de jeunes, adolescents, âgés de 13 à 18 ans. Et en fait, ce sont des filles, excusez-moi, ce sont des filles. Et ce qu'on voit, c'est que 40% d'entre elles ne sont pas satisfaites de leur corps. 15% sont extrêmement préoccupées, donc 1 sur 6 dit être envahie en permanence par des pensées autour du corps. 1 sur 4 dit avoir besoin d'aide à ce niveau-là et 7 sur 10 voudraient perdre du poids. Alors, retenez bien ce 7 sur 10 parce que les régimes, c'est la première cause d'émergence des troubles alimentaires. Alors, pourquoi l'adolescence est-elle une fenêtre de vulnérabilité ? Alors, je fais juste un bref petit rappel, parce que c'est avant tout mon job de médecin de l'ado, c'est de rappeler quels sont finalement les enjeux à l'adolescence. Les grandes étapes par lesquelles l'ado doit passer, eh bien, on a tendance à scinder l'adolescence en 3 grandes parties. Le début, avec le début du développement pubertaire et toutes ces modifications-là. On a tendance à parler ensuite du milieu, 14-17 ans, et puis la fin de l'adolescence. En début d'adolescence, le grand enjeu, c'est suis-je normal ? C'est vraiment très souvent un discours qui revient, c'est mon corps change, je grandis, j'ai des grands pieds, j'ai pris du poids, et puis les autres autour de moi, pas tous au même moment. Et donc, est-ce que je suis normale ? Est-ce que je me développe normalement ? Et c'est très souvent un enjeu pour eux à ce moment-là. En milieu d'adolescence, c'est plutôt la reprise de la quête identitaire. Donc, ce corps a changé, on va reprendre un peu, si vous voulez, la maîtrise là-dessus. On va essayer de s'adapter d'abord à cette nouvelle silhouette. Vous verrez après que la prise de poids peut être très importante pendant l'adolescence et de manière normale. Mais bon, il faut s'adapter à cette nouvelle enveloppe. Donc c'est souvent le moment où les styles vestimentaires peuvent être un petit peu extravagants, ou bien couleur des cheveux, piercing, tout ça. Bon, bref, c'est qui suis-je en fait, comment je me définis. Et en fin d'adolescence, on est plutôt sur, maintenant que je me suis développée, j'ai pu essayer vraiment de m'identifier, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, comment je vais m'inscrire dans la société, qu'est-ce que je vais finalement faire de moi. Et les enjeux majeurs, enfin les grandes tâches, si vous voulez, par lesquelles les ados doivent passer pour parcourir toutes ces étapes, c'est l'exploration. On ne grandit pas, on ne se développe pas quand on est seul chez soi. La socialisation, donc il faut explorer, vivre des expériences, les vivre avec des pairs, il faut des interactions pour développer le cerveau. Pour ceux qui ont vu la conférence sur le développement cérébral de l'adolescent, eh bien, on parle vraiment à ce moment-là de tout l'enjeu de la maturation cérébrale qui est majeur à l'adolescence, puisqu'on perd 40% de ses neurones, c'est pas une blague, et on refait des connexions beaucoup plus fortes des systèmes que l'on utilise. Et tout ça dépend des expériences, dépend des stimulus et dépend aussi des pensées. Donc, quand on est baigné en permanence de pensées autour du corps et de l'alimentation, eh bien, ça va s'ancrer dans les neurones de manière pérenne. Et puis, l'autonomisation. Donc, ces grandes tâches-là, je vous parle de ça parce que la normalité en début d'adolescence et la reprise de maîtrise sur le corps en milieu d'adolescence sont vraiment des facteurs de vulnérabilité, des périodes critiques pour l'avènement des troubles alimentaires. Alors, l'adolescence débute par, comme vous le savez, la puberté, donc avec son lot de joyeuseté au début. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette puberté ne survient pas chez tout le monde au même moment. Vous voyez que chez la fille, avant 8 ans, on est précoce. Avant 9 ans, on est avancé quand même. Et puis, il y a des jeunes filles qui peuvent encore faire une puberté retardée. C'est-à-dire, quand je dis qu'elle commence, chez la fille, c'est les premiers bourgeons mammaires, en fait, qui signent le début de la puberté. Puis, à partir de là, il va y avoir 2 ans pendant lesquels elles vont grandir, prendre du poids. Puis, les seins vont pousser, les petits poils apparaître. Et puis, après ça, les règles arrivent au bout de 2 ans, où on a plus ou moins 95% de sa taille adulte. Chez les garçons, plus ou moins la même chose, et quand même avec un décalage d'1 an. Mais ce que vous voyez à droite, c'est que pendant la puberté, la fille, elle peut prendre 5 kilos par an, et même maintenant, les études montrent qu'on est au-delà, on est plutôt entre 5 et 7 kilos par an. Le garçon, 40 kilos sur une puberté. Les filles, sur une puberté, prennent 28 cm, et les garçons, en moyenne, 42. D'accord ? Ce sont des moyennes, évidemment. Tout le monde ne fait pas la même puberté. Mais vous imaginez l'ouragan biologique que ça peut représenter pour ces enfants, en fait, qui du jour au lendemain vont se mettre à se développer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au-delà du fait de prendre du poids et de grandir,
vous avez des courbes de croissance qui explosent, eh bien la composition corporelle change aussi, et ça c'est un message, j'espère, qui va être bien retenu, en tout cas qui va vous marquer. Vous voyez ici la masse maigre et la masse grasse, d'accord ? On a par âge, donc de 4 à 18 ans, l'augmentation de la masse maigre chez les garçons en mauve et chez les filles en vert. Et on voit que tous deux en prennent avec une augmentation plus importante de la masse maigre chez les garçons, et ça c'est dû évidemment à la testostérone qui va favoriser l'hypertrophie musculaire. Ce qu'on remarque chez les filles concernant la masse grasse, les garçons en prennent aussi, mais les filles, elles vont commencer très tôt déjà, à partir de 10 ans, à majorer très fort leur masse grasse au niveau de la composition corporelle. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une petite fille, elle peut passer de 5-6% à 15-20% de masse grasse à la puberté, et c'est normal, parce que la graisse, ça fait des hormones, ça lance les cycles. C'est extrêmement important pour préparer l'utérus. Et donc, il y a très souvent des petites filles, quand on suit leurs courbes, qui à un moment donné vont sauter au niveau des courbes des indices de masse corporelle. Je vous les montrerai juste après. On suit l'indice de masse corporelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est le rapport entre la taille et le poids, si vous voulez, qui permet d'avoir une idée de la corpulence. Voilà. Et donc, souvent, dans une courbe, c'est comme à la piscine. On commence une courbe et on essaie de rester dans son couloir. Mais chez les petites filles, très souvent, il y a un saut de courbe au début de la puberté parce qu'elles s'arrondissent toutes. Et bien souvent, quand on les regarde naturellement évoluer jusqu'à la fin de la puberté, eh bien, elles se remettent dans leur couloir parce que la composition corporelle, elle va à nouveau s'équilibrer en fin de puberté. D'ailleurs, on peut voir une petite jeune fille de 60 kg à 13 ans ou de 60 kg à 18 ans. Elle va être plus fine à 18 ans parce que sa composition corporelle est différente. Mais le message que je voulais mettre ici, c'est que malheureusement, bien souvent, au début de la puberté, on leur fait remarquer qu'elles grossissent. Elles n'en peuvent rien, c'est les hormones. Et on dit, attention, parce que là, ça s'accélère un petit peu vite. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait, je grossis, je dois faire attention, je dois donc me restreindre. Et toutes les autres, là, autour de moi, qui sont peut-être encore toutes fines, et moi, je ne suis plus toute fine. Imaginez l'impact dans certains même milieux de soignants, parce que parfois, c'est même... Et ils le savent bien, je leur ai déjà dit, quand on suit des courbes dans des visites médicales scolaires, il arrive qu'on attire l'attention sur une accélération de la prise de poids. Soyez très prudents avec ça parce que ça génère très fréquemment des préoccupations qui n'étaient pas là préalablement. Le timing pubertaire, je vous dis, grande variabilité. Pour preuve, vous avez ici 4 ados âgés de 14 ans en début de 2e secondaire. Alors pour se sentir normal là-dedans, voyez, c'est un challenge. Voilà, donc c'est vraiment classiquement ce qu'on rencontre. Voilà, la petite deuxième, elle s'est développée bien avant la première. Elle a effectivement pris du poids, mais quand peut-elle ? Et peut-être que si on les revoit toutes les deux à 20 ans, la tendance se sera inversée. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement difficile de s'identifier à ses pairs, or c'est un enjeu majeur, en début d'adolescence. On sait aussi que le timing pubertaire a des conséquences. Quand on regarde au début et à la fin de la puberté, par exemple, on voit que chez les filles, c'est surtout chez les filles, il y a plus de perturbations évidemment de l'image corporelle chez celles qui se développent tôt. Chez les garçons, eux, ils ont parfois statistiquement plus associés à des dépressions, des activités sexuelles précoces et des comportements exploratoires qui sont plus précoces aussi. Pourquoi ? Parce que quand on a l'air plus vieux, on fréquente des gens qui sont plus vieux, tout simplement, qui nous ressemblent. Et c'est très fréquent. Par contre, les adolescents qui vont se développer plus tardivement, pour se sentir à l'aise, ils vont fréquenter des adolescents parfois plus jeunes qu'eux, qui leur ressemblent. Là, les filles qui se développent plus tard, il y a finalement peu de conséquences. Elles ne le vivent pas trop mal, bien que très souvent, j'ai des jeunes filles qui viennent à la consulte en disant « Mais quand est-ce que je vais me développer, avoir des seins et des fesses et être réglée ?» Voilà. Et puis, mais les garçons, pour eux, par contre, c'est très, très difficile, parce que quand on a 14-15 ans et qu'on a un phénotype d'un petit jeune homme de 10-11 ans et qu'on est toujours chambré par les copains, c'est pas facile. Et donc, vous voyez que tout ce développement qui traverse les grandes périodes de la puberté, les grandes périodes de l'adolescence, va durer plusieurs années, conjointement à la maturation cérébrale.
Et sur le plan psychologique et cognitif, et bien parallèlement à ça, c'est l'image du schéma corporel qui doit évoluer. Et très souvent, ça prend du temps. C'est pas simple pour ces jeunes, surtout que tout est corps-centré à un moment donné. Pour preuve, le taux de psychosomatisation et de troubles fonctionnels à l'adolescence, où les mal-être et les conflits internes s'expriment par le corps. Donc les troubles alimentaires ne font pas exception. Et puis sur le plan social, je l'ai déjà dit, forte identification au père, très très forte vulnérabilité à la pression sociale et cette importance de se sentir normal. Alors parlons justement de la pression sociale. On a parlé des réseaux, on a parlé des magazines, on a parlé des discours adultes. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette pression sociale ? Eh bien, elle dit que la minceur, finalement, c'est un critère de réussite personnelle et sociale. Voilà, quand on est mince, c'est bien. En fait, et alors ce qu'on dit aussi, c'est qu'elle est accessible à tous. Parce que si on ne mange pas comme toutes ces influenceuses et influenceurs là, sur les réseaux, des graines de chia le matin après 1 heure de yoga à 5 heures du mat avant d'aller travailler, on est juste insatisfaisant. Non, mais c'est vrai. Donc, ce sont des messages qui donnent en permanence l'impression de juste pas faire comme il faut. Et ce qu'on dit quand elle est accessible à tous, c'est pour preuve, perdez 5 kilos en 2 semaines. Dans ce magazine, on vous dit comment. Et puis, si vous n'y arrivez pas, vous êtes nuls. Parce que nous, on sait comment il faut faire. Donc, imaginez un peu les messages qui sont renvoyés. Mais en réalité, c'est un idéal, soi-disant, si on veut prendre ça comme un idéal, mais qui est inaccessible au plus grand nombre. Quand on regarde les médias, les photos sur les réseaux sociaux, dans les films, dans les clips, dans les magazines, 40% par exemple des femmes ont un indice de masse corporelle qui les met dans le sous-poids. D'accord ? Contre 5% naturellement dans la population générale. Il y a des personnes qui sont très fines, physiologiquement, génétiquement, voilà, qui depuis toujours évoluent sur des courbes faibles, c'est leur particularité. Mais ce n'est que 5%. Donc en fait, la maigreur et l'extrême minceur sont surreprésentés dans ce qu'on montre avoir aux enfants, aux adolescents et même aux adultes. Ensuite, on parle du photoshopping. Oui, les photos qui sont photoshopées, 99% d'entre elles, alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est pour amincir, eh bien, détrompez-vous, beaucoup de ces photos sont photoshopées pour gommer les signes de maladie et de malnutrition chez les personnes maigres. Je donne ici 2 exemples où vous avez une actrice et une mannequin. Regardez entre la première et la deuxième photo, on a gommé les os iliaques, un petit peu les côtes, on ne voit pas très bien. Ici, pareil, là, c'est flagrant quand même. Et donc, qu'est-ce que ça renvoie ? Ça renvoie que être maigre, c'est bien, et en plus, c'est un signe de bonne santé. On peut, sans conséquence, se retrouver dans cet état. Donc en fait, forcément, ce culte de la minceur prôné partout et de la maîtrise de soi, parce qu'on est quand même dans une société qui prône l'ultra-performance, eh bien, ça donne un sentiment un petit peu d'insatisfaction par rapport à soi. Quand on est vautré dans le canapé le soir avec un pot de glace, comme souvent dans les films, on se dit, voilà. Or, c'est normal aussi de se reposer, ça fallait de se nourrir, voilà. Et donc, on est toujours dans une espèce de mésestime, et ça, c'est alimenté par les fat talk. Et les fat talk, c'est vraiment tous ces discours. Alors, c'est très souvent féminin. Maintenant, chez les garçons, entre eux, on parle de la musculature, on parle du développement aussi, à quelques égards. Mais ce sont ces discours où on parle tout le temps du corps et de ce qu'on doit faire pour maigrir ou de ce qu'on devrait faire pour se muscler ou du sport qu'on doit faire, etc. Donc c'est quelque chose qui est très, très répandu, très commun et qui finalement alimente dans la tête de tout le monde cette surimportance de contrôler le poids et le corps. Comme je le disais, surévaluation de l'importance du poids et de la silhouette. Et puis tout ça, ça rentre dans la tête de nos adolescents qui vont finir par développer des méthodes de contrôle du poids, évidemment, qui peuvent compromettre leur santé. Ça donne une idée un petit peu, oui, les idées. Mais qu'est-ce qui fait que certains vont développer des TCA et d'autres pas ? Alors, je vous explique le processus. Voilà, pourquoi ils se mettent comme ça ? Excusez-moi. Donc, on a parlé de l'envahissement cognitif. Donc, l'envahissement cognitif, c'est cette installation progressive mais définitive de pensées et de règles autour du poids et de l'alimentation. D'accord ? Que l'individu va finalement gober comme un dogme
faire sien et qui va mettre au premier rang de ses préoccupations l'importance de contrôler son corps, de contrôler son poids et sa silhouette. Et donc, il va se mettre à observer des règles strictes alimentaires, il va les pêcher partout. Et encore avant-hier, je réagissais sur le post d'un collègue diététicien, là, où je me dis, mais voilà, ça, c'est une usine à troubles alimentaires, par exemple, ce genre de discours-là, parce que c'est inévitable. Et je l'ai d'ailleurs invité, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais voilà. Alors, donc, les règles strictes, donc c'est la sélectivité, le tri, bon, c'est assez, vous comprenez où je veux en venir. Ben, je veux en venir au fait que ça engendre une perte de poids, et un poids qui, à un moment donné, peut devenir significativement bas. Ce poids qui devient significativement bas, il va à son tour générer le trouble alimentaire. Quand on perd du poids, et ça a été très bien montré, les préoccupations alimentaires se majorent. Il y a d'ailleurs une étude scandinave qui a été faite sur des centaines de personnes où on a mis ces personnes toutes en hypocalorie, en régime restrictif pendant 3 mois. Eh bien, 90% d'entre elles ont développé un trouble alimentaire. Donc le fait de se priver engendre des préoccupations et l'incapacité de se renourrir correctement. Et puis, quand on les a fait reprendre du poids pour revenir à leur poids initial, eh bien, finalement, ça s'est dissipé au niveau des pensées. Donc, vous voyez que le moins appelle le moins, en fait. Je dis souvent ça. Moins on mange et moins on arrive à manger. Parce que moins on mange et plus l'envahissement de la pensée est grand. Ensuite, ça engendre un retrait social. Nombreux sont les patients qui vont éviter de se confronter à des événements sociaux où ils ont de la nourriture, où ils sont confrontés à la nourriture, en fait. Ils préfèrent rester chez eux que de devoir aller à un dîner ou de devoir aller à une fête parce qu'on va leur proposer à manger qu'ils ne vont peut-être pas savoir gérer ça. La sensation de plénitude accrue, elle est très fortement rencontrée dans la dénutrition parce qu'elle donne le sentiment aux patients, aussi par la production de corps cétonique et toute une série de choses, mais d'être en surpuissance, d'avoir une puissance totale et un pouvoir total sur lui-même. Et donc, il peut y avoir comme ça ce sentiment de plénitude. Et alors, ça s'accompagne d'une très grande rigidité. Et j'ai envie de dire, plus on perd du poids, plus cette rigidité se rigidifie. Et donc, c'est vraiment extrêmement difficile alors de remettre en place des mécanismes de renutrition. Évidemment, ces effets secondaires vont vont alimenter la surévaluation, le fait qu'on va observer les règles, les perdre du poids, et puis c'est la roue libre vers le bas, et c'est ce qui caractérise l'anorexie. A contrario, quand on observe des règles strictes, soit on perd du poids, soit on peut développer des accès hyperphagiques. Et j'expliquerai pourquoi cette restriction qui est donc cognitive avant tout, qui n'est pas effective, peut engendrer une prise de poids ou des crises. Je l'expliquerai juste après. Mais donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que quand on a perdu beaucoup de poids, évidemment, le corps, il est affamé, il est dénutri, et à un moment donné, eh bien, il va lâcher. L'hypothalamus se venge. L'hypothalamus, c'est le cerveau reptilien, c'est celui de la survie, vous voyez. Et c'est là que se situe le centre de la faim. Et à un moment donné, quand on l'a trop privé, il se venge et il se jette dès qu'on lâche un tout petit peu sur la nourriture. Et c'est ce qui fait que parfois, même fréquemment, quand la reprise de poids dans une anorexie mentale n'est pas accompagnée et cadrée, eh bien, elle peut déraper vers des accès boulimiques. Voilà, donc l'accès hyperphagique, lui, on n'est pas forcément bien avec ça après, donc on va de nouveau se dire il faut que je me prive, il faut que je refasse attention, et donc on est reparti pour un tour de carrousel. Puis certains vont aussi développer alors des comportements qui visent à contrôler le poids, les comportements qu'on appelle compensatoires. Et tout ça, évidemment, a un impact émotionnel majeur. Et ce que j'ai envie de vous dire, ça c'est le modèle de Fairburn, en fait, c'est vraiment cette roue libre des troubles alimentaires qui explique en fait bon nombre d'entre eux. Et le message en fait qu'il faut retenir aussi par rapport aux troubles alimentaires, c'est qu'il n'y a pas des catégories. Moi, je vous les ai décrites pour vous les définir, pour que vous ayez une idée de qui sont ces troubles alimentaires. Mais en fait, il faut voir ça comme un continuum entre comportement alimentaire normal, petite manœuvre de régime au début pour perdre un peu de poids avant l'été par exemple, puis un régime qui va se rigidifier, devenir plus sévère, l'émergence d'un trouble atypique
qui va devenir sévère et complet, eh bien, c'est un continuum très insidieux, très délicat, et il y a lieu vraiment d'être attentif dès le début. D'autant plus qu'il est bien montré maintenant que les manœuvres de régime augmentent le risque de 8 fois de développer un trouble alimentaire, en particulier à l'adolescence. Donc, il n'y a pas de régime restrictif autorisé, j'ai envie de dire à tout âge, mais particulièrement à cet âge-là. D'autant plus, et on a des adolescents qui souffrent de surpoids et qui effectivement s'entendent dire il va falloir faire attention parce que là maintenant ça commence à poser souci, et qui sont en plein pic de croissance de taille. Eh bien, on en a qu'il faut juste accompagner à la stabilisation, voire une petite perte si nécessaire au début, mais en tout cas ne plus prendre le temps que la croissance se fasse, parce que perdre du poids en pleine croissance, c'est l'arrêter. Et j'ai comme ça l'histoire d'un jeune garçon qui a perdu 30 kilos à 15 ans, qui s'est fait féliciter par tout le monde, mais qui a perdu 10 cm de taille adulte de manière définitive. Parce qu'une fois qu'on loupe son pic, eh bien, on ne le refait plus. Alors, les TCA typiques, on sait que l'hyperphagie boulimique est le plus fréquent. 30% des adolescents qui ont un surpoids ou une obésité souffrent d'hyperphagie boulimique. Et on sait que, grosso modo, dans la population générale des 10-19 ans, c'est 28% contre 20% des garçons, 28% des filles, 20% des garçons qui, à un moment donné, vont connaître des épisodes d'hyperphagie. Voilà. Donc, et on sait que jusqu'à 40% des personnes qui sont au régime restrictifs vont à un moment donné développer des accès de rattrapage et de compensation alimentaire. D'ailleurs, pour info, quand on perd du poids avec un régime restrictif, dans 95% des cas, on reprend tout, voire plus dans les 5 ans. Donc, vous voyez, ça marche au début, on est content, c'est valorisant, mais ça ne tient pas la route, et en plus, on se met en risque de développer des troubles alimentaires. Alors, je vous parlais du cycle restriction-compensation. Fairbairn a aussi expliqué ceci. Quand on fait un régime sévère, comme c'est encore malheureusement, heureusement pas trop fréquemment, mais encore prescrit, on va descendre le nombre de calories, on va manger moins, et bien ce qui se passe, c'est que le métabolisme baisse. D'accord ? Donc le corps n'est pas idiot, on lui donne moins d'énergie, et ben, il va rouler plus lentement. C'est comme une voiture en fait. Si je donne juste 5 litres de temps en temps, je roule un peu, puis je dois reprendre, voilà. Donc c'est vraiment, il abaisse ses dépenses de repos. La tension chute, le pouls ralentit, la glande thyroïde freine un petit peu tout pour que les dépenses de repos... Vous savez qu'on dépense tous de l'énergie au repos rien qu'en étant assis, parce qu'il faut faire vivre les organes, le cerveau, le cœur, tout. Après, quand on bouge, on en dépense un petit peu plus. Mais en tout cas, les dépenses de repos chutent quand on se prive, mais le ralentissement se manifeste aussi au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse aussi de régime à ce niveau-là, avec un tonus psychique qui peut chuter, avec des gens qui vont à un moment donné se déprimer, se sentir mal. Enfin, je ne sais pas si vous avez côtoyé des personnes au régime ou si vous-même avez fait l'expérience. À un moment donné, on devient irritable, parce que, un, on a faim, et deux, on n'est pas bien avec l'hypocalorie. Et donc, cette frustration, elle entraîne finalement un abandon à un moment donné, parce que ce n'est pas vivable. Et donc, on revient aux anciennes habitudes quand on ne revient pas à de la compensation alimentaire. Et ça, je vous ai dit, 40% des personnes au régime vivent malheureusement, passent malheureusement par là. Et puis, cela se produit sur un métabolisme qui, lui, n'a pas encore compris qu'on se renourrissait. Et donc, il est toujours ralenti, ce qui va favoriser une reprise de poids plus importante, ou en tout cas plus accélérée que sur un métabolisme normal au début. Et alors, on revient au poids initial, voire plus, et généralement, l'impact sur l'estime de soi est important. Donc, c'est ce que j'appelle l'effet du pendule. C'est quoi l'effet du pendule ? Eh bien, c'est ce que j'explique très souvent aux patients. L'alimentation, c'est comme un pendule. D'accord ? Imaginez ce pendule qui est là. Il n'est pas fixe, le pendule, il évolue un petit peu, d'accord ? Il est en équilibre autour d'une position comme ça, parfois plus, parfois moins. Il y a des jours où on va manger un peu plus, puis spontanément un peu moins. Là, on approche des fêtes de fin d'année. La plupart du temps, au 1er janvier, on a tous pris 2 kilos, mais si on se pèse sans régime le 1er février, on les a tous reperdus spontanément parce que le corps, à un moment donné, il va dire « stop, c'est bon ». Voilà. Donc, il y a une régulation naturelle qui se fait, saisonnière, menstruelle aussi chez les filles, puisque les variations hormonales engendrent des variations de poids inéluctablement. Mais ce qui se passe dans un trouble alimentaire, c'est que si on tire vers la restriction, à un moment donné, quand on arrête, ça ne revient pas là. D'accord ? Ça passe de l'autre côté.
Et donc, tout le travail, c'est vraiment de reprendre cette alimentation et de l'aider à se rééquilibrer au milieu, à retrouver les sensations, se réapproprier les sensations alimentaires, ce qui n'est pas évident quand elles sont complètement confuses, parce que pour se priver et tomber dans un trouble alimentaire, il faut ne plus écouter ces sensations-là. Et donc souvent, c'est des personnes qui vous disent « mais je n'ai pas faim ». On a des tas d'ados qui disent « mais non, je ne mange pas, je n'ai pas faim ». Mais en fait, elles crèvent de faim. C'est juste que ça n'est plus là, ça n'est plus vécu, c'est interdit. C'est le corps qui a bloqué ça. Parlons de la restriction cognitive. Je vous disais tout à l'heure que parfois on peut être restreint là et se dire je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça, mais ne pas perdre de poids et passer tout de suite dans l'hyperphagie ou l'excès alimentaire. Alors comment ça se passe? C'est classiquement des personnes qui prennent du poids et qui vous disent mais je suis toujours au régime, j'arrête pas de faire attention à tout ce que je mange et je n'arrive pas à maigrir. C'est le processus de la restriction cognitive. Alors, on va se mettre des règles diététiques qu'on a lues, on est allé voir quelqu'un pour nous conseiller et on va reprendre le contrôle intellectuel de ce qu'on mange en suivant des règles. Qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, on contre la régulation physiologique de notre appétit. On ne va plus manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim, mais on va manger parce qu'on a dit que le matin, c'était 2 tranches de pain, pas une de plus. D'accord? Voilà. Donc, ça sème une confusion. Je vous donne un exemple, et j'en donnerai un deuxième derrière. Si par exemple, vous vous levez le matin avec pour prescription de manger uniquement 2 tartines de tranches de pain avec quelque chose dessus, eh bien, il est fort probable que vous ayez envie d'une 3e. Si vous vous levez sans prescription alimentaire, il est fort probable qu'après 2, vous n'ayez plus faim. D'accord? Et donc, la restriction alimentaire, c'est la frustration qui est déjà vécue au niveau du cerveau et qui va engendrer le besoin, le sentiment de manque et donc le besoin de rattrapage. Je cite souvent cet exemple. Je suis une jeune fille de 15 ans et on m'a toujours dit que le chocolat faisait grossir. Or, j'ai vraiment envie de chocolat. Je vais me dire, allez, je vais manger une pomme parce que j'ai faim, ça va me calmer l'estomac et puis ça passera. Qu'est-ce qui se passe 20 minutes après, selon vous? Elle repense au chocolat. C'est ça que j'ai entendu. Oui, 20 minutes après, c'est toujours là. Elle se dit, mais non, on m'a dit que ça faisait grossir. Je vais aller prendre un Vitaliné à 0%, ça va me remplir l'estomac, et après, on ne me parlera plus de chocolat, et voilà. Je ne peux pas manger de chocolat, c'est interdit. Qu'est-ce qui se passe 20 minutes après? Elle repense au chocolat. Puis elle se dit, bon, allez, c'est bon, je vais aller prendre un petit bout de chocolat. Et devant la plaque, la pensée de la restriction cognitive fait que, d'une part, je prends un bout de chocolat, j'enfreins les règles. Une fois que la règle est enfreinte, c'est terminé. Foutu pour foutu. Je prends la plaque. Parce que demain, je ferai attention et je n'y aurai plus droit. Et ça, c'est la restriction cognitive. Ça veut dire que la privation et la frustration permanente vont générer un manque, qui vont générer des rattrapages qui n'ont pas lieu d'être, parce que demain, il y aura encore une plaque de chocolat. Et donc, si elle avait mangé ces 2 carrés, elle aurait mangé ces 2 carrés. Et là, elle a mangé la pomme, le yaourt et toute la plaque. Et c'est ça qui fait que ces personnes sont en souffrance permanente, à se dire « je ne peux pas ». On m'a dit que je ne pouvais. Et puis finalement, qui enfreignent la règle et qui se sentent dans l'échec finalement et qui se punissent, si vous voulez. La souffrance est immense parce que ça s'accompagne d'une très grande culpabilité. Imaginez, je ne voulais pas manger de chocolat, puis finalement j'ai exagéré, je ne me sens pas bien après. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On se réconforte, la nourriture est un des principaux réconforts, et donc c'est le cercle vicieux vraiment dans lequel, et il faut savoir que c'est l'enfer pour les personnes qui vivent ça, d'être tout le temps confronté à des injonctions contraires au niveau cérébral. Et donc on ne sait plus comment s'alimenter finalement. Et tout ça, c'est le cercle vicieux qui fait que finalement le poids va aussi être atteint. En tout cas, peut évoluer vers une prise. Alors, on parle souvent des filles dans les troubles alimentaires. J'ai envie de vous dire, les garçons sont aussi concernés. C'est une étude ici qu'on a faite en Suisse en 2008. Elle date déjà, mais j'aime bien de la montrer parce que si c'était déjà comme ça en 2008, ça n'est certainement pas mieux maintenant. On voit déjà que sur 4000 garçons âgés de 14 à 18 ans, plus de 50% se disent préoccupés par leur corps et leur silhouette, leur corps et leur alimentation, et 1 sur 5 se dit engagé dans des comportements qui contrôlent son poids, et ont proposé jeûne, restriction, vomissement, hyperactivité ou médicaments coupe-faim.
Donc imaginez, un garçon sur 5. Malheureusement, ils sont sous-dépistés parce que c'est souvent une maladie de fille et que ça ne se dit pas ou que ça ne s'évoque pas aussi facilement. Donc ils doivent être aussi dépistés, on verra comment après. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une association statistique avec des histoires de violence ou de délinquance, mais également une histoire d'abus, qu'ils soient agis ou subis. Statistiquement, alors ça ne veut pas dire que tous les garçons qui ont un trouble alimentaire se retrouvent dans ces biographies-là, mais c'est en tout cas statistiquement lié dans cette étude-là, et je mentionne quand même qu'il y a souvent des facteurs associés d'ordre psychologique. Faire très attention parce qu'on m'a récemment adressé un jeune garçon pour anorexie mentale, et il s'avère que c'était une entrée en psychose à ce moment-là, donc il faut être prudent aussi qu'un trouble, parfois il y a des doubles diagnostics, il ne faut pas passer à côté. Donc c'est aussi difficile d'être Ken que Barbie dans la société actuelle, et je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact que les messages qu'on véhicule peuvent avoir aussi sur les garçons. Alors comment on les dépiste justement ? Cette étude montre simplement qu'à moins d'être en sous-nutrition, dénutrie, on ne screen pas les problèmes d'alimentation chez les jeunes de manière suffisante. On dit toujours, nous, quand on forme en médecine de l'adolescent ou en santé de l'adolescent, quel que soit finalement le soignant, posez la question. Mais j'ai envie de dire, tous les adultes qui sont autour des adolescents devraient toujours se poser la question, mais est-ce que mon ado, finalement, il est dans quelque chose de régulé, de naturel ? Est-ce qu'il mange librement ? C'est ça, en fait, ne pas avoir de troubles alimentaires, c'est manger librement. Et à partir du moment où ce n'est plus le cas, eh bien, il faut évidemment intervenir. L'exemple le plus concret, c'est celui de l'anorexie, qui, je vous l'ai dit, il faut plus ou moins 6 mois pour développer une anorexie. Alors au début, c'est un désir de perdre quelques kilos, et puis ça va être un petit régime avec des restrictions alimentaires qui sont insidieuses, parce que banalisées, parce que toute la société fait régime en fait. Et puis il y a un amaigrissement qui va se marquer, mais qui au départ est dissimulé, parce que les vêtements restent parfois les mêmes, parce que parfois le patient il va se cacher dans des vêtements plus larges. Puis à un moment donné, ça commence à être visible et à interpeller. Les parents essaient d'intervenir, mais voilà, le mécanisme est déjà enclenché. Et puis nous, c'est quand il devient inquiétant qu'on les rencontre. Et là, c'est déjà trop tard. Enfin, c'est pas trop tard, mais c'est très tard. Et le travail est plus difficile à mettre en place quand on arrive là. Donc même si le tableau clinique est souvent clair, il y a ce déni. Souvent, le patient est dans le déni de sa souffrance, le déni de ce qui lui arrive et de son amaigrissement. Non, c'est normal, je faisais un peu attention, mais je vais très bien. C'est très souvent des ados qui sont performants, qui sont très bons à l'école, qui aiment bien faire les choses correctement, qui sont presque irréprochables. Et puis, à un moment donné, le diagnostic tombe dans la famille comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu en disant « mais non, votre enfant, il a une anorexie mentale maintenant, il souffre, donc il faut le soigner parce qu'il compromet à vie son développement. » Il faut savoir qu'on fait 40% de ses os à l'adolescence et on sait que le métabolisme osseux, 40% de ses os, je m'exprime mal, je devrais dire 40% de sa masse osseuse à l'adolescence. On a des os. Après, quand on ne constitue pas une masse osseuse correcte, 40% se forment à l'adolescence, eh bien on ne la rattrapera pas après. D'accord ? Et donc, il y a des jeunes qui sont dénutris et qui ont des ostéopénies et qui frisent même avec l'ostéoporose. Et ça, ce sont des jeunes qui vont garder des os fragiles toute leur vie. Puis souvent, il y a un manque d'information, une dissimulation, une banalisation, j'en ai déjà parlé. Le problème du dépistage et du diagnostic, c'est qu'il n'y a pas d'examen spécifique. On ne peut pas vous montrer un trouble alimentaire à la radio ou dans une prise de sang. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les prises de sang normales ne sont pas rassurantes parce qu'avant de perturber une prise de sang, il faut déjà aller très loin dans la dénutrition. J'ai déjà eu des patients qui étaient aux soins intensifs avec un pouls à 28, avec une bio strictement normale. Donc, moi, tout va bien, la prise de sang est normale, c'est vraiment à bannir dans le discours. Le diagnostic repose donc sur l'anamnèse, c'est-à-dire le fait de discuter avec le jeune et de voir un peu comment ça se passe. L'examen clinique, et là je m'adresse aux soignants. Et puis il faut savoir que la première plainte, elle est souvent médicale, elle est somatique. C'est l'arrêt des règles, c'est une constipation tenace, c'est des troubles du sommeil, c'est toute une série de choses qui peuvent apparaître, de l'acidité gastrique, enfin voilà, apparaître avec la dénutrition. Et c'est à ces niveaux-là qu'il faut dépister. D'accord ? Ce n'est pas quand on est dedans. Idéalement, c'est vraiment un ado qui fait régime, attention, drapeau rouge,
Ça veut dire qu'il reprend un contrôle intellectuel de son alimentation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs pics de croissance dans une puberté. Je dis souvent aux garçons, on prend du poids, on grandit, on prend du poids, on grandit. C'est un peu comme un sapin, là, comme ça. Les filles, c'est un petit peu plus homogène, mais elles prennent, comme je vous l'ai dit, beaucoup de masse grasse. Par contre, il n'y a pas de perte de poids normale dans un développement. Donc, un adolescent qui perd du poids, ça n'est pas normal. D'accord ? Je vous montre les courbes de croissance. Alors ça, c'est peut-être technique pour ceux qui ne sont pas dans le milieu de soignants. Mais c'est pour vous montrer. Ici, on a des courbes. Je vous parlais de couloirs, comme à la piscine. Ici, on a des courbes de poids. Ici, on a des courbes de taille. Vous voyez qu'ici, on a les années entre 2 ans et 20 ans. Voilà, une petite fille qui évolue là pour son poids, normalement, elle va un petit peu accélérer. Et puis, petit à petit, elle va se remettre dans sa courbe. Et vous voyez, entre les lignes rouges, qu'il y a une accélération de la prise de centimètres, une accélération de la prise de poids. Pareil chez les garçons. Okay ? Et tout ça doit être suivi parce que, je parle ici à ceux qui travaillent avec des adolescents, qui suivent les courbes. On doit vraiment faire les courbes depuis tout petit parce que tous les décrochages doivent être analysés et doivent permettre de dépister l'émergence d'un trouble alimentaire. Et je vous parlais de l'indice de masse corporelle. Donc, c'est le rapport entre le poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Alors, on dit toujours il faut entre 19 et 25. OK, ça, c'est l'adulte. L'adolescent, lui, vous voyez qu'entre 9, 10 et 20 ans, il va y avoir une augmentation de sa masse corporelle et que quand on est ici à 13 ou à 12, quand on est à 13 à 9 ans, c'est pas trop grave, mais quand on est à 13 d'indice de masse corporelle à 18, ça, c'est l'hospitalisation. Voilà, donc aucune perte de poids normale dans un développement. Alors parlons des besoins des adolescents 2 minutes. Entre l'âge de 9-10 ans, vers l'âge de 9-10 ans, les besoins d'un ado sont les mêmes qu'un adulte sédentaire. Souvent, les parents s'étonnent, mais il me semble qu'ils n'arrêtent pas de manger. Mais oui, à un moment donné, ça commence, on prépare ce pic pubertaire déjà à partir de 9-10 ans. Entre l'âge de 11-12 ans, les besoins sont plus élevés que ceux d'un adulte. Et alors à 14-15, en plein pic, en plein boom, avec en plus des activités extrascolaires et des dépenses énergétiques cérébrales, parce qu'aller à l'école, ce qui dépense le plus d'énergie dans un corps humain, c'est le cerveau. Ça, il faut le savoir. Et donc, quand on va à l'école 8 heures par jour, forcément, on a des dépenses importantes. Et donc, le budget frigo explose. Rassurez-vous, c'est normal. Et les régimes restrictifs sont à bannir. Mais il faut avoir à l'idée que les filles et les garçons mangent beaucoup à l'adolescence. Et quand on doit, par exemple, quand on a une petite jeune fille dénutrie en anorexie à renourrir, parfois les parents sont... Mais tout ça, mais oui, tout ça, parce que déjà de base, elle a de grands besoins, mais en plus, elle doit reconstituer un état de santé et des réserves correctes pour pouvoir fonctionner normalement. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'elle doit manger davantage que ses parents. Alors, ne pas tomber dans les pièges des assiettes idéales, ça c'est vrai, on dit toujours la moitié de légumes, un tiers de féculents, un tiers de protéines, ça va très bien pour un adulte en bonne santé. Par contre, un adolescent, on sait très bien qu'il a besoin de davantage de féculents. Donc, les discours sur pas de féculents le soir, s'il vous plaît. D'accord ? Il y a grande nécessité, le cerveau il continue de se régénérer aussi durant le sommeil, il fait une énorme part de son élagage synaptique pendant ce temps-là, et son premier carburant, c'est le glucose. Donc on doit manger des féculents le soir. Donc on est plutôt sur une assiette distribuée comme ça, et c'est vrai qu'on a tendance à tomber dans les pièges, je veux dire, même mon ado mange super sainement, c'est comme dans les recommandations diététiques, comme dans les reels que je vois passer sur les... Mais ça, c'est pas compatible avec un développement. OK ? Donc, en gros, les drapeaux rouges du dépistage, c'est toute modification du comportement alimentaire. Quand vous avez un ado qui mange librement et qui, du jour au lendemain, va se mettre à faire attention à sélectionner, il faut se poser la question. C'est un discours qui va vers... une variation, évidemment, c'est une variation anormale du poids. Je vous ai dit, il n'y a pas de perte normale de poids dans un développement. Ou alors une prise anormale, pas au moment de la puberté, puisque... Voilà, pas au moment de la puberté parce que c'est normal, mais bon, il faut veiller aussi à ce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Il y a malheureusement des prises de poids qui vont continuer et s'accentuer. Là, effectivement, il faut peut-être intervenir. Il y a peut-être un désordre dans l'autre sens. Et puis, toutes sortes de préoccupations, de discours autour du corps, de l'alimentation, etc., sont à déminer à la base.
Un petit outil qu'on utilise, c'est le SCOF questionnaire. Le SCOF questionnaire, c'est 5 questions qui ne sont pas un outil diagnostique. On est bien d'accord. On ne pose pas un diagnostic, mais ça peut mettre la puce à l'oreille sur « Tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci ?» Donc, vous arrive-t-il de vomir quand vous vous sentez mal après avoir mangé? Êtes-vous inquiet à l'idée de perdre le contrôle de ce que vous mangez? Avez-vous récemment perdu au moins 6 kilos sur 3 mois? Vous pensez-vous trop gros alors que l'entourage réfute cela? Et l'alimentation domine-t-elle votre vie? Et j'ai envie de dire, ça suffit déjà. Bien souvent, quand on pose cette question-là, que la réponse est oui, on sait qu'on est dans un TCA. Alors, comme je le disais, les courbes, c'est important, et là, je m'adresse aux soignants, mais c'est surtout se poser la question des comportements alimentaires, des comportements de contrôle pondéral. Alors, qu'est-ce qui est si particulier dans le comportement alimentaire qui peut se perturber? Par exemple, des tris dans l'assiette, de l'émiettage, le fait de disséquer religieusement chaque aliment qu'on va manger, le fait de collectionner les recettes, de prendre le pouvoir sur la cuisine, de ne plus laisser papa et maman faire la cuisine ni les courses, de décider des menus. Et c'est génial, ma fille cuisine tous les jours, j'ai plus rien à faire. Oui, voilà. Donc, parce que ça donne alors un contrôle sur ce qui va être ingéré. Okay, donc, c'est ces comportements-là de comptage calorique ou d'angoisse aussi face à certains aliments. Le contrôle pondéral, évidemment, vous vous en doutez, il y a toutes les manœuvres de purge, les médicaments qu'on prend qui ne servent à rien, les laxatifs et les diurétiques dont on entend parler, à part perdre de l'eau et des ions et se faire du tort et risquer un arrêt cardiaque, ça ne fait pas maigrir, d'accord? C'est juste un leurre, en fait. Mais le contrôle pondéral, ça passe aussi, évidemment, par le sport et l'excès d'activité sportive, mais parfois, ce sont des dépenses caloriques qui sont un peu masquée, permanente, avec toute une série de comportements qui font que pour la même action, on va perdre du poids ou on va dépenser plus de calories que sans trouble alimentaire. Par exemple, être tout le temps debout, marcher en continu, ce genre de choses. Les répercussions sur la vie... Alors, il faut, oui, par contre, excusez-moi, investiguer les croyances et les représentations, parce que parfois, quand on interroge ces jeunes, on se rend compte à quel point ils ont fait leur des croyances autour de l'alimentation qui sont complètement erronées, irrationnelles, et donc il est important de les déjouer tout de suite et de dire mais attends, non, ce n'est pas grave de manger des féculents avec tel aliment ou de manger ça avec ça. Enfin voilà, je pense que ce qui est important, c'est de dire il n'y a pas d'aliments interdits. L'équilibre alimentaire comprend tous les aliments. Ils ont le droit d'être là dans une certaine mesure, mais il n'y a pas d'aliments bannis. Il faut arrêter avec ça parce que c'est précisément ceux-là qui vont faire envie et qui vont générer les crises en cachette. Les répercussions sur la famille, la vie sociale, la vie affective, la vie scolaire peuvent être importantes aussi parce que quand on a un enfant qui ne s'alimente pas bien, c'est un désastre pour les parents. Imaginez, vous avez pu nourrir votre enfant pendant 14 ans et tout d'un coup, il n'en veut plus. Or, la première chose que fait votre bébé quand il naît, c'est de respirer. Et la deuxième, c'est de chercher à boire. C'est naturel, on ne vit pas sans manger. C'est comme vivre sans respirer. Et donc, vous avez un enfant qui se laisse mourir et c'est une souffrance énorme pour les parents qui sont pris là-dedans et qui sont démunis parce que ce trouble alimentaire occupe toute la place. Et on va parler après vraiment de comment, en tant qu'adulte, on doit entourer ces jeunes et ces patients, même moins jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup de troubles alimentaires à l'âge adulte, avec la plus grande bienveillance qui soit, mais en restant garant de la sécurité et de la santé. Alors, les répercussions médicales, je ne suis pas là pour faire un cours médical, mais plutôt que vous ayez quand même à l'esprit qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mettre la puce à l'oreille aussi, et les premières choses sont l'arrêt des règles. Les règles, on a souvent pensé qu'elles s'arrêtaient en raison de la dénutrition parce que le corps se met à l'économie d'énergie. D'accord ? Et qu'il va faire l'impasse sur les systèmes qui sont les moins indispensables. Et le système hormonal ovarien n'est pas le plus indispensable. Il vaut mieux d'abord avoir un cœur, des reins et des poumons qui fonctionnent. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans un processus de restriction alimentaire, plus de 50% des jeunes filles sont en aménorrhée, ça veut dire en arrêt des règles, avant d'avoir perdu le premier kilo. Rien que par l'envahissement des pensées. Donc c'est fou l'impact que la restriction peut avoir sur l'axe
hypothalamo-hypophyso-gonadique, qu'on appelle ça. D'accord ? Donc, c'est vraiment, cette restriction va bloquer les règles avant même d'avoir perdu du poids. Les troubles du sommeil, troubles intestinaux, évidemment, tout ralentit, donc les constipations sont très importantes et on a parfois des patients qui sont en paralysie intestinale, ce qu'on appelle un iléus paralytique. La frilosité, donc une jeune fille ou un jeune garçon qui a tout le temps froid, qui se couvre beaucoup, qui a les mains froides, voire bleutées, là, ce qu'on appelle l'acrocyanose, parce que le cœur n'arrive plus à perfuser jusqu'au bout des capillaires, ça c'est un signe de dénutrition. On a parfois aussi une pâleur, évidemment, ou un teint orangé. Ce n'est pas rare dans les très graves dénutritions que le patient devienne orangé. Ça c'est un processus du métabolisme du cortisol qui libère des bêta-carotènes qui vont colorer la peau et faire parfois des taches orangées. Les mains et les pieds froids, je l'ai dit, la perte des cheveux, les ongles qui cassent. Alors, les chutes de tension, les ralentissements au niveau de la fréquence cardiaque, les malaises, ce sont des signes, en tout cas les malaises, des signes d'urgence. D'accord ? On ne banalise pas ça. Et puis, l'asthénie, c'est qu'à un moment donné, on tient dans ce régime, on tient dans cette restriction et cet amaigrissement jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire qu'au début, la production de corps cétonique, c'est de la cétone, on fait ça quand on a faim, et d'ailleurs parfois la laine est très très évocatrice, donne un peu une espèce de d'hyperdynamisme là. Et donc c'est des jeunes qui bossent beaucoup, qui ont un surinvestissement intellectuel à l'école, qui sont parfois même brillants, et enfin, souvent même brillants, je devrais dire. Et puis à un moment donné, c'est le crash. C'est l'asthénie, c'est-à-dire le manque d'énergie complet où ces ados s'épuisent d'un coup et se ralentissent. Et on a parfois vraiment des ralentissements verbaux comme ça, où ils parlent tout doucement parce que ça ne suit plus. Et donc on a vraiment un ado qui s'éteint, là, qui meurt devant soi, en fait. Et donc il y a vraiment nécessité d'intervenir, si possible, avant ça. Puis les répercussions psychologiques sont très grandes aussi. Je vous ai dit, ce qu'on voit, c'est ce déni, le sentiment de puissance, l'impression qu'on n'est pas malade et qu'on va gérer. Parfois, il y a même, pour le public, autour de ces jeunes ou de ces personnes, un mutisme, une froideur qui est ressentie. Et alors, c'est un message que j'ai envie aussi de donner, c'est que très souvent, le fait de côtoyer quelqu'un qui est en restriction, qui est très maigre, qui est très dans la rigidité, qui est finalement très enfermé, active un petit peu ceux qui sont avec, ça a tendance à énerver, ça renvoie à quelque chose en soi qui peut exaspérer, mais je pense qu'il faut vraiment dézoomer et vous dire la souffrance énorme dans laquelle sont ces personnes ne justifie pas ces réactions de rejet qu'on a souvent par rapport à elles. Mais c'est vraiment se mettre dans, et je le redirai après, l'optique d'une tolérance zéro pour la maladie et bienveillance totale pour le patient et pour la personne qui en souffre. Et on expliquera comment on fait pour dissocier les deux. Alors voilà, c'est souvent des personnes qui peuvent manifester une agitation, parfois une agressivité dans la manière dont elles échangent en société, de l'évitement ou au contraire une apathie. Mais alors en dessous de ça, l'iceberg là en dessous, c'est tout ça. Quand je vous dis une solitude profonde dans la détresse, les angoisses, la honte, le sentiment d'infériorité, enfin, je ne vous les cite pas tous, mais ces personnes vont très mal. Elles sont dans un enfer et très souvent, au final, elles sont très soulagées d'être découvertes et aidées. Même si au début, elles s'en défendent. D'accord ? Ce sont des personnes qui ont « Non, mais moi, ça va, je ne veux surtout pas reprendre du poids, j'ai une peur intense de prendre du poids. » Et ça ne changera pas parce que vous dites qu'il faut. Mais le fait de comprendre et d'accompagner, ça va entraîner un soulagement. Je ne suis plus tout seul là-dedans. On m'a compris et on va m'aider. Alors voilà, il peut y avoir des répercussions psychiques aussi, dépression, anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs, addiction, mutilation, tout ça. Alors, quelle attitude adopter avec un adolescent qui souffre d'un TCA ? Si vous avez encore un petit peu de courage. D'abord, il faut comprendre ce qu'est le trouble alimentaire et moi, j'aime bien de l'illustrer. Le trouble alimentaire, c'est une maladie mentale qui vient phagocyter complètement l'individu. Donc, il se met autour et d'ailleurs, regardez, je vous mets ici le dessin qu'une jeune fille m'a fait de la représentation de son trouble alimentaire. Et ça illustre très très bien ce qu'est un trouble alimentaire. C'est quelque chose qui prend possession de vous comme si c'était extérieur à vous et ça vient contrôler tout votre système de pensée,
votre regard sur vous, votre regard sur le monde, sur les autres corps. J'ai des jeunes, même parfois, qui sont décharnés en admiration devant des jeunes filles pulpeuses, en disant « mais elle est super belle, et moi je suis grosse ». Vous voyez, donc on est vraiment dans un délire irrationnel par rapport à ça. Et donc ce qu'il est important de comprendre, c'est ça. Quand on a un Covid, on n'est pas son Covid, d'accord ? Quand on a une anorexie, on n'est pas son anorexie. Quand on a une boulimie, on n'est pas sa boulimie. On est un patient atteint d'un trouble alimentaire. Et donc, il est urgent maintenant d'arrêter de dire les anorexiques, les boulimiques, machin, mais de dire maintenant, c'est le trouble alimentaire auquel on s'attaque, c'est une personne qui souffre et on va externaliser. Et ça, c'est un outil extrêmement puissant dans les thérapies avec les jeunes qui souffrent de troubles alimentaires. Très souvent, même le trouble alimentaire, on exprime les choses comme ça aux parents et on dit on va lui trouver un nom. Voilà, un nom qui représente ce que vous voulez. Mais alors j'en ai une, là, son anorexie s'appelait Elisabeth. Ma foi, ok, désolée s'il y en a, mais on mettait Elisabeth dehors au repas et symboliquement, c'était elle ne reste pas à table, on est nous. Et quand les parents voyaient monter toute la résistance du jeune à table et la terreur et parfois la colère autour de l'assiette, c'était extrêmement utile pour eux de se dire ce n'est pas ma fille qui me répond comme ça, c'est sa maladie qui s'adresse à moi pour le moment et je m'adresse à la maladie. Tu vois ce que ta maladie est en train de te faire faire. Tu vois dans quoi on arrive ensemble à cause de ça. Et donc externaliser, je peux vous assurer que ça aide. C'est un outil qui marche bien quand il est bien utilisé et qui permet aussi de comprendre et de ne pas se mettre en conflit avec son enfant, mais de faire alliance avec lui contre la pathologie. Quand je dis bienveillance, c'est qu'on comprend, j'espère en tout cas au travers de tout ceci, plus ou moins les processus qui s'installent dans la tête de quelqu'un qui développe un trouble alimentaire, mais il faut une bienveillance ferme. La réalité, c'est qu'on doit manger, et sans manger, on meurt. D'accord ? Donc voilà, il y a des outils comme ça de coaching parental qui reprennent la main et qui doivent reprendre la main sur la cuisine, sur les cours, sur toute une série de choses, mais toujours avec bienveillance en disant « je sais que tu as peur, je sais que c'est dur pour toi, mais c'est comme ça ». Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas simple pour ceux qui ont des enfants et je sais que c'est une conférence grand public. Je sais que dans ce public, il y a probablement des soignants, il y a probablement des futurs soignants, il y a probablement des personnes qui souffrent ou des personnes qui vivent avec des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Et je sais à quel point il faut être délicate quand on parle de ça pour ne pas générer davantage de problèmes. Donc. Mais c'est important de vraiment rester bienveillant, ferme, rassuré et sécuriser au max et ne pas rester seul. Alors justement, quels sont les traitements qui existent autour des troubles alimentaires ? La première chose à savoir, c'est qu'on ne soigne pas un trouble alimentaire tout seul. Il faut s'entourer et bien souvent, on a besoin de tout ce monde. D'accord ? Donc, à différents niveaux. Okay ? Mais dans un premier temps, les trois plus urgents à mettre en place autour d'un jeune, c'est un médecin qui va coordonner les soins et qui va, la plupart du temps, et c'est très souvent un médecin, mais ça peut ne pas être un médecin, hein, ça peut être un psychologue ou une diététicienne, mais il faut un chef d'orchestre pour coordonner tout ça. Et donc, très souvent, on a besoin de l'approche médicale, parce que ce soit dans la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie ou tous les autres, il y a des complications somatiques qu'il est urgent quand même de suivre pour les prévenir. Et puis, psychologue et diététicien pour remettre de l'ordre dans tout ça. Et quels sont finalement les plans de traitement qu'on utilise ? C'est mettre le cadre ferme, mais clair. Et la priorité, surtout dans les dénutritions, c'est de renourrir. On ne fera rien comme travail correct avec un enfant qui n'a plus rien comme jus dans le cerveau. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, la dénutrition engendre le trouble alimentaire et parfois la dénutrition est telle que les patients tournent en boucle en répétant sans cesse les mêmes phrases. Je ne veux pas grossir, j'ai peur de manger, il ne faut pas que je mange, ça ne va pas aller, je suis nulle. Voilà. Et toutes ces phrases où on a vu le bonhomme noir là, qui assassine finalement verbalement le patient, eh bien, c'est vraiment ça qui tourne en boucle. Tant qu'on n'a pas renourri. On sait très bien que quand on renourrit ces patients, eh bien, il y a un apaisement relatif. Ça prend du temps de ce genre de pensée. Et parfois, la renutrition doit passer par une phase d'hospitalisation pour donner un coup de fouet à la renutrition
et en particulier, soit dans les indices de masse corporelle les plus bas ou quand la dénutrition est clinique, soit chez les plus jeunes, parce qu'il est vraiment urgent d'intervenir pour ne pas entraver leur croissance. Et donc, le travail diététique, à ce niveau-là, il doit être avisé, parce que la diététicienne, elle a un rôle très délicat. Tout ce qu'elle dit peut finalement être utilisé par le trouble alimentaire. Donc, elle doit vraiment mesurer chaque phrase, voilà, et travailler sur le vécu alimentaire, sur les ressources aussi autour de l'alimentation, et essayer de recadrer, de déconstruire les croyances et les représentations erronées. Alors, comment est-ce qu'on renourrit ? Eh bien, on renourrit beaucoup, je vous l'ai dit, vous avez vu les besoins. Ben voilà, la structure nutritionnelle, c'est 3 repas et 2 à 3 collations. Moi, je dis toujours, c'est minimum 4 repas, maximum 4 heures sans manger. Et le goûter doit être considéré comme un repas parce qu'à ce moment-là, il y a un pic insulinique et les besoins sont importants. Donc, une pomme à 4 heures, ça ne va pas. Donc, elle doit être d'emblée normale et variée, cette alimentation. Et si possible, on remet d'emblée les tabous. Si un aliment est extrêmement angoissant pour un enfant, plus vous allez attendre pour le réintroduire, et plus il faudra recommencer au début ce que vous aurez fait pour le faire remanger. Donc, quelque part, le fait d'accepter de garder des aliments tabous sur le côté, c'est légitimer le trouble alimentaire. Il n'y a pas de négociation autorisée avec le trouble alimentaire. C'est-à-dire, je lui fais une salade parce qu'au moins il mange. Mais alors là, on accepte qu'il s'installe dans la maison. Et donc, c'est vraiment le principe de réalité, c'est qu'on mange de tout. Et que jusque-là, tu as mangé de tout et que tu vas reprendre une alimentation variée. Pas de grammage, pas de pesée. À ce point de vue-là, franchement, il n'y a aucune balance nécessaire dans la maison, ni pour les aliments, ni pour les personnes. C'est un truc de médecin, ça, ou de diététicien, mais ça n'est pas nécessaire de se peser tout le temps. Et quand on a un enfant qui souffre de troubles alimentaires, qui plus est, il faut retirer la balance, partir avec dans le coffre le matin au travail, comme ça on est sûr qu'elle n'est pas trouvée. Enfin, on donne des trucs comme ça à nos parents. Et alors, évidemment, c'est les parents qui préparent les assiettes. Donc, une fois que le travail diététique est mis en place et qu'on renourrit, eh bien, il faut évidemment impliquer les familles, les parents, l'entourage, et les coacher et les soutenir. Et ça, c'est la partie la plus importante du travail parce que l'implication et la bonne compréhension des parents va conditionner pratiquement la moitié du pronostic. Alors, pour renourrir les parents et les coacher, je vous rappelle mon petit bonhomme. Il y a une personne, je vous mettrai la dia et je peux tout à fait faire passer toutes les dias sans souci. Une personne qui s'appelle Eva Musby et qui a fait des capsules vidéo sur YouTube, pour la plupart en anglais, mais elle en a traduit en français qui sont très bien faites, où elle explique aux parents comment encadrer leur enfant qui refuse de manger à table ou qui se braque quand on sert un repas. Et en gros, les grands principes, elle dit l'adolescent, il se sent coupable de manger, il a peur, il est dans une terreur immense. Et maman, mais je ne peux pas manger ça, cette voix-là qui est là et qui n'arrête pas dans la tête. Hein. Souvent, c'est décrit comme une voix de dire qu'on ne peut pas s'alimenter. Eh bien, il faut lui retirer toute décision. On ne l'implique pas dans les courses, dans le choix des aliments, dans la confection des repas, de combien de cuillères à café d'huile d'olive on va mettre, ça ne sert à rien parce que chaque décision génère de l'angoisse. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend la main et on refait des repas normaux, familiaux, comme on a toujours fait. On propose des repas en écoutant évidemment les conseils diététiques, mais en essayant de respecter, et ça c'est très important, une structure d'horaire. Ils sont très, très attachés à l'horaire, les patients qui ont un trouble alimentaire. C'est comme des petites horloges, il est là, on doit manger à ce moment-là. Où on sait que le repas arrive et donc on se prépare à la difficulté et ça va être compliqué, mais il faut que ce soit à ce moment-là. Comme je le disais, il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire, OK, je t'enlève. Il y en a qui grattent la panure sur le poulet pané de leurs enfants et ça, c'est vraiment quelque part donner raison. Non, c'est là, c'est ça qu'on mange aujourd'hui. Mais rassurez, et la petite vidéo le dit bien, elle explique, si vous voulez, que manger pour un enfant, c'est comme faire un saut à l'élastique. C'est la grande terreur. On est au bord d'un précipice, on a l'impression qu'on va s'écraser, que ça ne va pas aller si on se lance à manger.
Et elle dit, mais si on a tendance à tomber dans le piège de la logique, à expliquer, si tu as besoin de protéines, de féculents, ton cerveau ceci, les carburants, hein, pour faire... Et en fait, plus on utilise la logique à table, et plus ça génère des questions et de l'angoisse. Et donc, moi, si mon moniteur elle le dit, si le moniteur de saut à l'élastique commence à vous faire la théorie de je ne sais plus quoi, sur les forces d'élasticité du bazar, la force du mousqueton et trucs, et vous faire des formules, vous allez être là devant. Qu'est-ce qui rassure quand on doit faire un saut à l'élastique, au fond? Tu es en sécurité. J'ai tout vérifié, c'est moi l'expert, fais-moi confiance, tu ne risques rien. C'est ça qu'il faut pour toi maintenant. Et moi, si on me dit tu es en sécurité, ok. Mais si on commence à me faire une formule mathématique pour me dire que mon élastique ne va pas casser, je vais y trouver une faute. Donc, toutes les petites failles dans lesquelles peuvent s'engouffrer les angoisses et les questions sont vraiment à essayer d'éviter. On introduit, donc, comme je l'ai dit, hein, les aliments jugés tabous. Alors, cette alimentation saine dont on a parlé tout à l'heure, attention à ce qu'elle soit correctement dosée pour un développement. Et puis, on arrête tout comportement perturbé à table ou en dehors. C'est-à-dire qu'il faut intervenir quand vous avez un enfant qui trie, qui cache sous l'assiette ou dans ses sous-vêtements ou même dans son chignon de la nourriture. On a tout vu, hein. Il y a vraiment beaucoup de créativité. Ou bien qui fait beaucoup de sport, ou bien qui a des comportements de purge ou que sais-je. C'est dire non, ça c'est ta maladie qui te fait faire ça. Ça, c'est pas un comportement normal et on ne fait pas ça à table. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à intervenir. Et puis faire inlassablement bloc contre le TCA en soutenant l'ado. Donc vigilant, inébranlable, confiant, rassurant, uni. C'est très bien de dire ça, c'est très compliqué dans la pratique. Et c'est pour ça que le coaching des familles doit être intense, soutenu, hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire. Et alors, ce qu'on recommande souvent, c'est d'essayer de distraire au repas. Il y en a à qui on fait faire des jeux de société pendant le repas, ou essayer d'avoir une conversation, jouer à des post-it qui suis-je ou que sais-je, pour essayer de détourner l'attention de cette angoisse. Et donc ça, c'est la fameuse vidéo dont je vous parlais. Si on a le temps, on le mettra, mais je vois que le temps passe et que finalement, j'occupe plus de temps. Donc, je vais avancer et vous dire simplement que l'objectif premier, c'est évidemment de restaurer un poids compatible avec une croissance, d'accord ? On se remet dans le couloir dans lequel on a été au début, et puis, bien, voilà, c'est la courbe naturelle, on appelle ça, mais c'est surtout aussi de travailler sur les cognitions et de retrouver un rapport sain à la nourriture, si tant est que ce soit possible. Alors, en Belgique, je vous parlais de cette mise en place, eh bien, les trois agents que sont les psychologues, médecins et diététiciens sont aujourd'hui, on va dire, optimisés. Donc, on a maintenant une convention de soins en Belgique qui permet, par l'activation d'un certain code par le médecin traitant, qui peut être un généraliste, un pédiatre, un psychiatre ou un interniste, par exemple, on active un code et ça donne droit pour le patient à un suivi par des diététiciens, un diététicien, un psychologue et un suivi médical gratuit, d'accord, en première ligne, à savoir 30 consultations de diététique, 10 à 30 de psy avec des séances de groupe, des consultations médicales et en plus, ces soignants-là peuvent avoir des concertations au sujet du patient qui sont comprises dans le trajet de soins. Donc le médecin traitant, on attend de lui qu'il active ce trajet de soins, le 40-12-95 s'il y a des médecins dans la salle, et ça permettra aux patients d'accéder à ces soins-là. Et c'est la priorité, c'est de mettre en place en première ligne des soins comme ceux-là. Pour trouver les psychologues et diététiciens qui sont conventionnés et formés troubles alimentaires, le médecin peut faire appel à l'équipe EMAS, qui est une équipe multidisciplinaire ambulatoire de soutien. Il y en a une par province. Ici, pour réalisme, nous avons l'EMAS liégeois, qui est là pour soutenir les soignants dans la prise en charge de leurs patients. Voilà. Ensuite, se mettent en place maintenant d'autres conventions à des niveaux plus spécialisés pour les cas complexes, à savoir des thérapies multifamiliales, des thérapies, la FBT, je vous ai montré tout à l'heure, Family Based Therapy, c'est une thérapie qui vise vraiment à coacher le parent. C'est une thérapie comportementale où on travaille en partenariat avec les parents pour aider leur enfant à se nourrir, puis à toutes les autres thérapies à mettre en place. Maintenant, un tout petit mot sur la prévention, et puis je vous laisserai parce que finalement j'ai pris plus de temps que prévu et je m'en excuse, mais c'est un gros sujet comme vous pouvez voir. C'est que les troubles alimentaires, il y a un constat, c'est que
plus on en parle et plus on en génère. Toutes les études le montrent. Donc, parler d'un trouble alimentaire, le décrire, expliquer comment ça se passe, comme je suis précisément en train de le faire en essayant d'omettre certaines choses, eh bien, c'est toujours un risque d'induire quelque part chez les personnes les plus vulnérables qui écoutent le discours des idées ou des préoccupations. Donc, la prévention, il faut être extrêmement prudent avec les stratégies d'intervention. On a vu qu'il y avait notamment la jeune femme, excusez-moi, la jeune femme anorexique qui souffrait d'anorexie extrêmement maigre qu'on voyait dans les abribus à un moment donné, photographiée par le photographe de Benetton, là, qui d'ailleurs est décédée, elle. Eh bien, on a eu un boom d'incidence d'anorexie après ça. Donc, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. Par contre, il y a 5 piliers pour la prévention. En tant qu'adulte, je vous ai dit, nous sommes des modèles. Le role modeling pour les adolescents, c'est très important. 1, désarmer la culture des régimes et la pression de la minceur. On ne fait plus l'éloge des régimes. « Ah, tu as perdu quelques kilos, ça te va super bien. » Voilà, on arrête. Je pense que tout ça, tous les discours qu'on tient vis-à-vis de soi par rapport à la minceur, par rapport à comment on doit manger, sont délétères pour ceux qui les entendent. Les commentaires sur le physique, éduquer aux médias, expliquer que ce n'est pas représentatif de la réalité. Et puis, excusez-moi, je suis à l'envers. Oh mon Dieu. Voilà, excusez-moi. La relation saine et intuitive avec la nourriture, eh bien, c'est depuis la petite enfance. Quand un enfant n'a plus faim et qu'il est là, maman, j'ai plus faim, pourquoi l'obliger à terminer son assiette au fond? Il y a encore parfois, dans certaines familles, alors il y a des enfants on a des périodes de caprice, etc. Mais on pourra en discuter des heures, mais des manières de réguler ça en ne forçant pas par des règles. Mais en tout cas, c'est apprendre l'enfant à écouter la faim, la satiété dès le plus jeune âge. Une neutralité alimentaire. Tous les commentaires qu'on fait sur les aliments, en disant que c'est des crasses, que c'est dégueulasse, que c'est trop gras, trop sucré, c'est être inclusif pour tout. Tout a sa place dans la pyramide, je l'ai dit, même à des moindres niveaux, mais tout a sa place. L'alimentation doit rester un plaisir et une convivialité. Je ne sais pas pourquoi il reprend tout depuis le début chaque fois, désolée. Alors, développer l'estime de soi et une image corporelle positive, c'est-à-dire qu'on peut aussi valoriser autre chose que la non-apparence. C'est tout le temps des commentaires sur le physique, mais il y a tellement d'autres choses à cultiver et ce sont les parents qui peuvent cultiver ça chez leurs enfants. C'est leurs ressources, leur qualité, leur intelligence, leur créativité, voilà, toute une série de choses qu'il faut mettre en avant et pas tout le temps l'apparence parce qu'on tombe facilement dans le piège. Accepter la diversité. Je dis toujours, on est tous des chiens. Alors, ça peut vous choquer, mais imaginez, on est tous des chiens. Et dans les chiens, il y en a qui sont programmés pour être des Doberman, il y en a qui sont des grands bergers allemands, il y en a qui sont des bouviers. Puis alors, il y a les caniches, les chihuahuas, il y a les terriers, les teckels, il y a tout ce qu'on veut, d'accord? Et un chihuahua, il peut se mettre sur sa tête, il ne sera jamais comme un lévrier afghan. On veut tous être des lévriers afghans. Donc voilà, on peut être un très beau bobtail, bien pâteau, bien voilà, et plaire avec cette diversité-là. Et malheureusement, c'est l'ADN qui décide pour certains. Alors, le corps comme outil et non comme ornement. Voilà, on peut faire plein de choses avec le corps, marcher, rire, étudier, voilà, et autre chose que de simplement être en représentation. Et enfin, la régulation émotionnelle, et tout se met dans le désordre, c'est formidable. Donc, accueillir les émotions, savoir apprendre à gérer. Vous savez qu'à l'adolescence, elles sont hyper violentes, ces émotions, mais c'est savoir les accueillir, les travailler. Qu'est-ce qu'on va trouver comme ressources pour apaiser cette émotion-là? C'est encourager les connexions sociales, les connexions aux autres, les connexions familiales. Et plus il y aura de ressources autour du jeune et de communication, et plus finalement ce risque de s'isoler dans un trouble alimentaire sera grand. Et enfin, l'intervention précoce, on en a parlé, puisque c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ce soir, en sensibilisant, en parlant de ça et en orientant vers l'aide le plus tôt possible. Alors, j'ai dépassé mon temps de parole et je vous prie vraiment de m'en excuser. Mais je vous remercie parce que je pense que c'était important d'aborder le sujet. En tout cas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.